Lacan, nous et le réel, 115e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Nous allons donc continuer notre travail sur l'angoisse et voir à quel point, effectivement, l'angoisse est non seulement, comme nous l'avons déjà vu, le seul affect qui ne trompe pas, tout ça parce que, bien sûr, il introduit cette notion purement lacanienne de réel. Le réel, dans son acception lacanienne, n'est pas à confondre avec tout ce qui est dit comme réel, notamment au plan philosophique, puisque le réel en philosophie, en gros, se rapproche de quelque chose, d'une notion qui est de l'ordre de la nécessité, alors que pour la psychanalyse, et particulièrement la psychanalyse telle qu'elle a été reprise de l'intuition et la formidable avancée freudienne par Lacan, le réel, lui, cette fois, au lieu d'être de l'ordre d'une nécessité, il est de l'ordre de l'impossible. C'est là l'important de ce qui est omis dans notre apperception, la perception philosophique du départ de Descartes. Dès lors, le réel, c'est l'impossible. Mais attention, l'impossible, alors c'est comme tous les concepts tels qu'ils sont maniés par Lacan, ce n'est pas du tout aussi ce qu'on croit. C'est pas parce que c'est impossible que ça n'arrive pas. C'est-à-dire justement, pour Lacan, l'impossible arrive. L'impossible, ça veut dire qu'il est inconcevable a priori, en tout cas en passant par les catégories de l'imaginaire et du symbolique. Et donc forcément, le réel lacanien se présente comme une forme de surgissement et dans la temporalité d'un arthrag, d'un après-coup. Voilà pourquoi l'angoisse est cette sensation du désir de l'autre. Ça commence comme quelque chose d'un peu à la fois pas très précis, énigmatique, et cependant qui nous parle. Parce que, justement, nous allons voir que en revenant et en creusant chaque fois un peu plus ce à quoi nous amène l'exploration de l'angoisse, eh bien, nous pouvons préciser ce qu'il en est de, non pas la Weltanschauung, parce que vous savez que la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung, pas plus que la théorie marxienne d'ailleurs, c'est justement ce en quoi le marxisme est une trahison absolue de Marx. L'approche marxienne, c'est quand même autre chose de travailler les textes marxiens que d'écouter les marxistes, qui racontent n'importe quoi, parce que justement, eux ne veulent pas passer du côté de la question sur le sujet de l'énonciation. Et effectivement, l'angoisse nous amène par, je vous rappelle un peu le processus dynamique, la dialectique qui est en jeu dans l'angoisse, c'est que d'abord, c'est de l'ordre de l'expérience clinique, et puis c'est l'instauration par Lacan du fait que l'angoisse présuppose un objet au préalable, une précession d'un objet qui soit extérieur. Il n'y a pas de danger interne pour la raison que cette enveloppe qu'est l'appareil neurologique, en tant que c'est une théorie de cet appareil qui est donnée, cette enveloppe n'a pas d'intérieur puisqu'elle n'a qu'une seule surface. Et tout le travail et tout le problème psychanalytique va reposer sur l'écart qu'il y a entre ce premier objet qui est absolument extérieur au sujet, pour la bonne raison qu'il n'y a même pas encore de sujet. C'est-à-dire le sujet ne vient que dans un second temps par rapport à l'objet. Et bien sûr, cet objet qui est d'abord un objet
extérieure qui est pour l'enfant, par exemple, de manière illustrative, même s'il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais de toute façon, on verra que sur le plan d'une approche dialectique, on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire l'idée d'une pure présence, donc d'un réel pur, mais qui ne peut pas être nommé comme ça, bien sûr, dans un premier temps, et c'est seulement après coup, donc le Nachtrag freudien, que va pouvoir se dessiner quelque chose, donc à partir d'un point où, n'étant plus dans une logique hypothético-déductive, mais dans une logique de présupposition, c'est-à-dire la plus rigoureuse qui soit, ça veut dire que pour arriver là, il aura fallu au préalable qu'il y ait ceci et cela. Donc ça, nous sommes là dans l'approche vraiment dialectique de la psychanalyse, que le sujet va pouvoir émerger très longtemps après, parce qu'avant d'être un sujet, c'est une subjectivité, c'est déjà l'esquisse du moi, et puis le moi lui-même est en précession sur le sujet, et comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, le moi est essentiellement un mécanisme de tromperie. Alors, c'est ce que nous allons commencer par voir aujourd'hui avec cet apologue qui s'appelle l'aveugle paralytique. Bon, c'est quelque chose qui apparaît dès le XVe siècle et qui est repris au XVIIIe siècle, vers 1755, par un auteur dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui raconte ça, et lui il place ça en Asie, et ce sont deux infirmes qui cherchent à en finir avec leur vie, et puis qui décident peut-être d'allier leur force pour pouvoir mieux supporter ce qui leur arrive, et donc c'est un paralytique et un aveugle. Et là, Lacan reprend cet apologue pour expliquer quelque chose qui est encore trop mal compris. Alors bien sûr, je ne parle pas des pseudo-psychanalystes qui, pour eux, ils savent même pas ce que c'est que le moi et à quel point le moi est illusoire. Sinon, comment pourraient-ils soutenir de manière aussi débile les gender studies, le féminisme, toutes ces conneries-là. Donc on parle même pas du moi, là, nous parlons de l'approche même phénoménologique de cette première scène que nous avons vue comme étant le premier moment du stade du miroir où Lacan déjà inverse quelque chose à ce moment-là, ce qui passe la plupart du temps absolument inaperçu, c'est que ce n'est pas tant que l'enfant qui vit de manière, disons, souffrante ses propres manquements internes, c'est-à-dire le fait de sentir son corps morcelé, lacunaire. Il y a des trous, il ne maîtrise pas sa gestuelle, il ne fait pas ce qu'il veut, il se sent incomplet, et, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il se reconnaît dans le miroir. Mais, si nous passons trop vite sur cet épisode-là, nous manquons quelque chose de crucial, qui est que, premièrement, donc, ce que nous avons vu déjà au début de ce petit travail de phénoménologie de la perception, comme dirait Merleau-Ponty, c'est-à-dire ce travail avec le chasseur magdalénien, que le sujet se trompe sur son compte. Et pourquoi il se trompe sur son compte ? Eh bien, le sujet, bien sûr, va continuer à se tromper là, puisqu'il est inscrit que la vérité ne peut venir que par rapport à une erreur ou une errance préalable. Et donc, quand le petit sujet se voit, c'est pas que c'est lui qui se voit en tant que tel, c'est que d'abord, dans la tromperie originelle, c'est pour ça que j'ai replacé la présence de l'objet au début, l'objet extérieur, l'objet inerte, quelque chose qui est là avant le sujet, c'est très important, c'est que le sujet lui-même, en mettant ce temps à arriver là, il va, dans un premier temps,
vivre quelque chose de l'ordre d'une duperie par l'image, mais cette image n'est pas une image subjective, c'est-à-dire l'illusion, la tromperie, la falsification, la fallace, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est inhérent à la subjectivité du sujet. C'est-à-dire que l'image qu'il voit dans le miroir, c'est une image objective. Il y a quelque chose là dans le miroir, il y a quelque chose d'objectif dans le miroir, avant tout. Donc, il y a un processus qui est destiné à la tromperie. Évidemment, ça va poser le problème de la morale, tout ça. Hein, et on va y revenir amplement, puisque ce séminaire est essentiellement destiné à lever un peu tous ces obstacles qui ont pu se manifester de manière vraiment pathétique pendant ce qui s'appelle la crise sanitaire et tout le reste aujourd'hui. Comment des gens qui se disent psychanalystes ont-ils pu souscrire à des discours aussi délirants? C'est incompréhensible, sauf à constater, ce qui est le cas, puisque chaque fois que je l'ai vu, je l'ai constaté, qu'il n'y avait pas eu de psychanalyse. Il y a le titre de psychanalyste, un tel se dit psychanalyste, Jacques Alain Miller par exemple, on ne citait que lui. Mais il n'est pas du tout psychanalyste, puisqu'il n'a pas fait d'analyse, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu l'expérience de la désubjectivation absolue, en quoi consiste justement la possibilité pour le sujet de ne pas considérer que la psychanalyse, c'est bien beau, mais à condition que ce soit pour les autres. Pour moi. Non. Moi. Voilà. Et là, on va voir ce que c'est que le moi, quand même, hein, parce que le piège du moi, il est très important. C'est que d'abord, c'est quelque chose d'objectif. Donc, il n'y a pas équivalence entre tromperie, duperie et imagination délirante du sujet. Il y a une tromperie qui est réelle, je peux dire, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre d'une image réelle en face. Et donc, revenons pour explorer et exprimer ça, à cette alliance, donc, toute objective aussi, du paralytique et de l'aveugle. Et qui est le paralytique? Ah ben, bien sûr, le paralytique, c'est l'enfant qui vit dans son déficit, les manques, les trous qu'il sent à l'intérieur de sa propre organisation et qui va être fasciné par l'image du miroir parce que dans le miroir, il y voit une maîtrise anticipée du fait que l'image, elle est parfaite, qu'il n'y a pas de trou, justement. Ce qui caractérise une image, c'est qu'il n'y a pas de trou dedans. Donc, elle est plate, c'est-à-dire bidimensionnelle, comme le moi, hein, c'est une image spéculaire. Donc, il voit ça, et voyant ça, il s'y identifie. Mais cette identification ne peut avoir lieu, et c'est là justement où c'est totalement sous-exploré, qu'à deux conditions, qui sont la fascination et l'aliénation. La fascination, c'est que il est fasciné par son image. Ce qui explique, hein, chaque fois je le redis, mais pourquoi sont-ils si inféodés à leur image, dit Lacan dans la troisième. L'homme est quand même plus prochain à lui-même dans son être que dans son image dans le miroir. Hein. Et ce qu'on rencontre dans la clinique tout le temps, hein. Vous avez les obsessionnels par exemple, c'est impossible de les faire sortir de leur image. Enfin, disons, il faut beaucoup de travail et beaucoup de temps parce que leur moi les fascine. Parce que leur moi leur donne l'illusion qu'avec leur appareil psychique, ils condamnent la menace du réel. Donc, ils sont dans leur pensée, et toutes leurs pensées, ils croient, eux, que ce ne sont pas des pensées. Ils croient qu'ils sont dans la dialectique du signifiant. Disons, tous ceux qui se frottent à l'analyse, là. Mais ils ne sont pas dans la dialectique du signifiant. Parce qu'il n'y a pas de réel. Ils sont pris dans leurs pensées, et ces pensées-là, c'est le moi en tant qu'il est cette unité. Il forme une unité, le moi. Hein. L'enfant qui se voit, il est unitaire. Enfin, par rapport à la disparition
à la disparité même de son être qu'il pressent dans son corps, là, il a l'illusion d'une unité. Il y a une unité. Et donc, une unité qui lui est extérieure. Et cette extériorité-là, le prix à payer pour s'illusionner de sa propre unité, c'est l'aliénation. Donc, il est fasciné. Cette fascination lui fait marquer un temps d'arrêt et il est aliéné. C'est-à-dire qu'il s'aliène à quelque chose d'autre qui n'est pas son sujet, justement, qui est quelque chose de radicalement autre à lui-même, une somme d'autres même, et ça, il va penser, c'est moi. Donc vous vous rendez compte, l'illusion quand même massive du moi, de l'imaginaire du moi. Hein, c'est ça, le moi, comme construction imaginaire. Mais c'est un procédé qui est indispensable à la possibilité d'accès à l'autre scène, c'est-à-dire à Andere Schauplatz, la scène du sujet de l'inconscient. S'il n'y avait pas ce moi-là, il n'y a pas de possibilité ensuite que quelqu'un dise « je suis moi », qui est une erreur bien sûr, mais qui puisse le dire au jeu. Il n'y a pas de jeu au départ. Lacan compare ça à l'image d'une montagne qui se reflète sur un lac. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ça qu'il s'agit d'entendre, parce que sans ces prolégomènes-là, c'est impossible de comprendre la véritable logique de la psychanalyse. C'est que le sujet va émerger progressivement, nous l'avons vu, non plus de l'image, mais d'une abstraction de l'image, ce qu'il y a de l'autre côté du A, du mur du langage, et qui va apparaître sous la forme d'une question, et cette fois, il n'y a plus d'identification possible. Mais, dans un premier temps, il est nécessaire de passer par l'identification. Et dans cette alliance entre le paralytique et l'aveugle, ce qu'il s'agit d'entendre aussi, c'est que le paralytique, lui, il se considère comme paralytique parce qu'il ne peut aller nulle part, étant donné qu'il se sent dans un corps morcelé, divisé, ne faisant pas unité. Donc il ne peut pas se rejoindre lui-même, en quelque sorte, pour se mettre en marche, puisque il est disparate, il est dispersé. Donc il fait appel à l'aveugle. Mais l'aveugle, lui, pourquoi l'appelle-t-on l'aveugle? C'est parce que dans le miroir, celui que le paralytique voit, l'autre ne le voit pas en retour. Il le fascine. C'est-à-dire que l'aveugle fascine le paralytique, et donc le paralytique a besoin de l'aveugle pour se déplacer. Évidemment, le paralytique ne peut pas marcher. L'aveugle, pour le paralytique, peut marcher, puisque lui, il fait unité, mais sauf qu'il n'y voit rien. Il ne sait pas où aller. Il ne va nulle part. Donc voilà en quoi consiste la première scène, donc celle de gauche, du stade du miroir. Et Lacan va un cran plus loin en expliquant que ce petit apologue-là peut être complété par celui de l'oiseau et du serpent, pour exprimer à quel point la fascination est première. C'est-à-dire la fascination du miroir, c'est devenir dépendant, aliéné, l'aliénation même à l'objet regard. Et donc, une immobilité. C'est-à-dire que c'est figé comme une image, comme on fait une photo. Parce qu'évidemment, le cinéma, le cinématographe, ciné ça veut dire un mouvement, on fait voir que l'image est en mouvement. Mais l'image, elle est arrêtée. Il y a 24 images par seconde, et chaque image est un plan arrêté. Et donc il y a un arrêt. Et donc ça empêche le sujet d'avancer, parce qu'il veut se rassurer et se considérer lui-même comme une unité absolue qui est en train, justement, d'anticiper et de réussir son anticipation, de maîtriser le réel. Évidemment, vous savez qu'il n'en est rien, puisque le réel, étant donné que c'est ce qui échappe au symbolique et à l'imaginaire, le réel est absolument ce qu'il y a d'immaîtrisable.
c'est là où nous rentrons dans une considération qui peut nous amuser, c'est-à-dire comment Lacan exprime-t-il, donc à partir de là, puisqu'il y a une aliénation, comment exprime-t-il que le sujet soit appelé à une certaine morale, on va dire, dans un premier temps, avant de dire éthique. Parce qu'au départ, donc, la morale fait l'objet, depuis le début, de la recherche philosophique. Et je dirais que la morale atteint son point d'acmé avec Emmanuel Kant, bien sûr, puisque c'est lui qui pose les fondements de ce qu'il appelle la loi morale. Qu'est-ce qui fait que le sujet, dès qu'il est considéré comme tel, nous verrons tout à l'heure comment on passe du mot au sujet, enfin nous l'avons déjà vu, mais nous allons le percevoir à travers un autre prisme, une autre approche. Donc, comment se pose-t-il la question du bien et du mal, de ce qui est bien pour lui, de ce qui n'est pas bien pour lui, de ce qui est bien pour les autres, de ce qui n'est pas bien pour les autres, etc. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais eu cette alerte-là avec ma propre fille à 6 ans qui m'a dit « Bon, ben pourquoi jusqu'à maintenant je ne me posais pas la question, mais maintenant, dès que je fais quelque chose, je me pose la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ?» Donc, d'où vient cette notion-là du bien et du mal? Alors, pour Freud, il s'agit d'une intériorisation des interdits et de l'émergence de ce qu'il a appelé le surmoi, Über-Ich. Je suis toujours un peu choqué quand on traduit Ich par moi en français, parce que Ich c'est je en allemand, c'est pas moi, c'est pas mich. Liebst du mich, est-ce que tu m'aimes? C'est mich. Ich c'est je. Ich liebe dich, je t'aime toi. Donc, pourquoi on dit sur moi? Alors, les mauvaises habitudes dans la vie dure, et ça contribue à l'opacification de l'œuvre de Freud et bien sûr de l'œuvre de Lacan, qui s'inscrit, comme nous allons le voir, dans la stricte lignée de Freud, même quand il contredit Freud, comme on l'a vu avec l'histoire de l'angoisse comme appel du moi, etc. En vérité, ce n'est pas une contradiction, c'est un travail dialectique sur le propos, où la fondation même, où Freud prend la forme de sa pensée, c'est-à-dire l'acmé de la lettre juive poussée à son plus haut niveau. Lacan ne contredit pas Freud. Il dit juste, là, voilà comment on peut retourner et avancer un pas de plus. Donc, nous sommes dans ce travail-là de comment, non pas, d'où vient la morale, etc. Alors, je vous rappelle que, pour le dire très simplement, la morale, c'est toujours une histoire de réciprocité. Or, vous savez que en psychanalyse, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire la découverte de la psychanalyse, pour le dire de manière très brute, et c'est une phrase de Lacan très simple, il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de réciprocité. Nous sommes dans une asymétrie radicale avec ce qui vient devant nous. Il y a un objet, c'est tout, et tout ce qui nous arrive, c'est la manière dont nous aurons métabolisé psychiquement, si vous me permettez l'expression, ce rapport avec cet objet et l'imaginaire qui en aura été déduit de compensation, de nous protéger contre toute advenue du réel. Donc pour Freud, même si la morale vient de l'intériorisation des interdits ou l'émergence du surmoi, la morale c'est toujours ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc on part sur un a priori avec cette conception-là de la morale qui est de l'ordre d'une réciprocité, donc d'un petit autre. Ça élimine bien sûr la base de la psychanalyse, c'est qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. Et donc, pour qu'il y ait cet objet petit a,
pour qu'il y ait cet objet petit a, il aura fallu au futur intérieur, parce que c'est une histoire de Nartrag, qu'il y ait le grand autre. Et le grand autre, c'est là où le sujet prend ses coordonnées. Donc, d'une certaine manière, ce grand autre-là est la seule possibilité d'entrevoir qu'il y a des petits autres. Or, dans la morale, il n'y a pas besoin, puisque vous avez des petits autres. Tu me fais pas, je te fais pas. Sous-entendu aussi, cette morale-là, c'est une morale du faible, hein, comme dirait Hegel, ou même Nietzsche. C'est une morale du faible, puisque voilà, c'est quelqu'un qui est fort, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui est faible, voilà, tu me fais pas ça, je te fais pas ça. C'est juste si l'autre il fait pas, il se manque dans son comportement, il va en prendre une et puis voilà, ça va s'arrêter là. Donc c'est toujours quelqu'un de faible qui va dire à quelqu'un de fort, je te fais pas, tu me fais pas. Donc et tout ça donc sous les auspices du bien, hein. C'est pour le bien de tout le monde. Hein. D'ailleurs si on vous a inoculé un produit génique expérimental, si on vous avait porté une guenille faciale qui vous a empoisonné vos enfants, etc., c'est pour votre bien. C'est là tout ce qu'ils sont en train de faire, là les éoliennes, toute cette merde, là, ça c'est pour votre bien. Donc, il est important de questionner d'où vient cette idée de bien et quelle falsification il y a derrière, quel enfumage idéologique il y a derrière. Et là, nous allons le voir parce que, donc à la différence de la morale, la psychanalyse parle d'éthique. Et la psychanalyse, au fond, ce n'est rien d'autre que le recours à cette éthique. Justement par l'angoisse. On l'a vu la dernière fois, c'est pas pour rien qu'il y a je ne sais combien d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. C'est-à-dire pour éliminer toute possibilité d'angoisse. Parce que l'angoisse étant la seule possibilité pour nous de surgir de notre bêtise originelle et du fait d'aimer à ce point nous faire abuser, c'est-à-dire nous abuser nous-mêmes en nous identifiant à notre moi, eh bien, l'éthique ne permet pas ça, puisque l'éthique, ce n'est pas ne pas faire à quelqu'un d'autre, etc. L'éthique, elle n'est pas immorale, mais elle est amorale. Elle ne place pas a priori une morale, la morale étant d'abord une affaire de mœurs, les mœurs étant toutes relatives, donc l'éthique, c'est tout à fait autre chose. Ça concerne un sujet et son objet petit a. C'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans ce développement sur l'angoisse. C'est-à-dire que l'objet va être intériorisé par le sujet, qui n'est pas encore sujet, mais qui va être dans un pli de la structure psychique, et qui petit à petit va appeler le sujet à venir. Et l'angoisse va apparaître au moment où le manque vient à manquer. C'est-à-dire cet objet, petit a, c'est justement un objet réel parce qu'il n'est pas spécularisable, il n'est pas échangeable, il n'est pas monnayable, il ne rentre pas dans l'économie du monde. Et donc, l'erreur, c'est de prendre son objet petit a intériorisé pour un objet réel. L'objet réel, c'est tout à fait autre chose. C'est le réel. Or, l'appareil psychique nous tient à distance du réel. Même l'appareil psychique qui est composé du principe de plaisir d'un côté, principe de réalité de l'autre, le principe de réalité n'est pas là pour nous faire accéder à une réalité. Il est là pour une seconde couche pour nous protéger du réel. Sauf que une surprotection, comme vous le savez, ça conduit à l'immobilité et à l'aveuglement. Comme dans l'apologue du paralytique et de l'aveugle. Parce que l'inversion a lieu là, dans le sens où, et c'est très important, nous ne sommes plus dans ce qu'on croit être la lecture de Platon, où c'est le maître qui chevauche le cheval. Puisque c'est pas le maître qui chevauche le cheval, c'est le petit enfant paralytique, inapte que nous sommes, inepte à la vie, qui va chevaucher imaginairement l'image à qui il va demander de se déplacer pour lui. Donc il va s'identifier à cette image qui se déplace. Donc chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va s'imaginer son image qui fait quelque chose. Et donc cette fois, c'est plus le maître qui chevauche. C'est-à-dire que nous sommes en position de minorité. Cette position de minorité nous appelle à reconsidérer celui qui a proposé ça, donc dans la philosophie, je vous l'ai nommé tout à l'heure, Emmanuel Kant. Et là, il y a une autre inversion massive de Lacan, qui est très difficile à percevoir parce que nous sommes bourrés d'idéologie jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que depuis
petit entre l'éducation des parents, ce qu'on apprend à l'école, à l'université, etc. C'est de la connerie en branche et on nous bourre de ça toute la journée et tous les médias, tout est fait pour nous bourrer de ça. Donc maintenant, vous savez, je viens de faire un petit tour en Corse, là, chez un ami, vous pouvez pas, dans une voiture, vous n'avez pas à allumer la radio, il faut éteindre la radio. C'est-à-dire la radio est déjà là pour vous seriner l'idéologie en cours. Vous êtes obligé de trifouiller pour éteindre la radio, parce qu'en plus, elle est difficile à éteindre. Les voitures vous cassent les... c'est-à-dire que vous disent des trucs, etc. C'est dur d'enlever. Si vous enlevez les recommandations d'une voiture, là, l'assurance, il paraît qu'elle ne marche plus. Parce qu'on vous dit... ça empêche de bouger le volant si vous devez passer sur une ligne blanche, parce que vous évitez, par exemple, une vache en Corse. Mais c'est très dangereux. Mais c'est ça l'idéologie. C'est effectivement très dangereux parce que tout ce qui concerne l'idéologie obéit à une logique qui n'est absolument pas celle du sujet de l'inconscient, mais qui est le contraire. C'est-à-dire un troupeau, comme la psychologie avec ses catégories, etc. Alors, l'exemple le plus manifeste, il faut y revenir. Bien sûr, nous avons eu l'ordalie en quoi aura consisté le Covid, mais là, alors... pareil, je prends un taxi. Normalement, chaque fois que je prends un taxi, je demande d'éteindre la radio, immédiatement. C'est pas question qu'en plus je paye et pour entendre cette merde. Donc je demande pas là, et j'écoute. Le temps d'aller à l'aéroport, donc 25 minutes, j'ai compté 38 fois le terme de canicule. Je vous dis quelque chose très solennellement là. Cet été, là, nous avons passé le 15 août, il n'y a pas eu de canicule. 0 canicule. Ce qu'on appelle canicule, canicula, en latin, c'est le nom qui est donné à Sirius. Sirius, c'est la petite planète qui, du 22 juillet au 22 août, donc le seul moment, la seule période où il peut y avoir une canicule, se lève et se couche en même temps que le soleil, donc la petite chienne qui accompagne son maître, le soleil, qui se lève et se couche en même temps, et à ce moment-là, lorsqu'il y a des forte chaleur n'est pas à confondre avec canicule, comme on le constate maintenant, eh bien, les nuits ne sont pas plus fraîches que les jours. Elles sont aussi chaudes que les jours. Donc, cette année, tout le monde dit canicule, 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 canicule. Il n'y a eu aucune canicule. Eh bien, vous savez ça, c'est exactement ce que décrit Victor Klemperer dans LTI, Lingua Tertia Imperii, la langue du Troisième Reich, pour expliquer comment le nazisme est arrivé en Allemagne. Jusqu'à un certain point, donc par exemple le mot fanatisme, eh bien ça voulait dire un égarement de l'esprit parce qu'il y a un engagement affectif, passionnel beaucoup trop fort, il n'y a pas de vision claire, dialectique, etc. Donc fanatisme c'est considéré comme fou. À partir de 1930, il s'agissait d'être fanatiquement allemand. Et petit à petit, le mot fanatique a changé de signe, a changé de sens, est devenu quelque chose d'autre. Ce qui a donné fan aujourd'hui. Alors maintenant, on me dit que j'aurai des fans. Mais je suis pas des fans. Je suis pas un chanteur de rock, je suis pas une star du football, donc je suis pas des fans. Il y a des gens qui écoutent, des auditeurs, il y a des analysants, il y a des lecteurs, oui, mais des fans. Alors aujourd'hui, c'est bien, on a des fans, on n'a pas des fans, etc. Donc c'est comme ça que ça arrive. Et ce que dénonce Klemperer, c'est que non seulement le peuple entier tombe dans le panneau, ce que lui a constaté en tant que linguiste, parce qu'il était quand même un professeur très haut de gamme dans la linguistique en Allemagne, et il s'est retrouvé à porter les cartons dans une usine en pyjama à rayures, quoi. Et il n'a dû sa vie sauve qu'au fait qu'il était marié à une Aryenne, une femme allemande qui n'avait pas d'origine juive. Et au moment où il allait être déporté à Dresde, parce qu'il y en avait assez, il a dit, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a échappé, et donc il a pu écrire ce livre magistral pour comprendre l'idéologie de notre temps, c'est-à-dire ce qui nous permet d'entendre la vérité de la psychanalyse, qui est résumée par une phrase de Rosenzweig, qui dit « La langue est plus que le sang ». Ça se passe au niveau des signifiants. C'est-à-dire que c'est pas seulement la langue, c'est que c'est pas
le signifier, c'est-à-dire que nous ne devons pas prendre ce qui nous arrive à sa valeur faciale, c'est-à-dire la compréhension imaginaire que nous nous en faisons, mais la dimension du signifiant en tant que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Et ça, c'est ce qui permet de concevoir le passage de la première scène dont nous parlons, là, la scène imaginaire, là, de la tromperie du moi, à la scène de l'inconscient, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de maîtrise du moi. Il ne peut pas y avoir de maîtrise. Même cette maîtrise anticipée, elle est illusoire, imaginaire, et elle est faite exprès pour que le sujet conquiert sur lui-même par la parole, qui est l'aboutissement de la pulsion, l'acheminement vers la parole, qui conquiert lui-même sa possibilité de parler, en sachant que la pulsion d'origine sexuelle, c'est-à-dire qui concerne l'espèce humaine, va se différencier pour chacun. Donc il ne va plus y avoir, cette fois, une morale qui vaut pour tout le monde, mais il y a une éthique qui, elle, est purement subjective. Et la définition de l'éthique, c'est ne pas céder sur son désir. Le désir, c'est la loi. La loi et le désir, c'est la même chose. Lacan insiste là-dessus. Mais sauf que c'est pas une loi qui vient de l'extérieur, comme dans la morale kantienne, où il y aurait à respecter une loi, sous-entendu, cette loi, nous devons la trouver, et au fond, nous y obéissons tous. Et à l'intérieur de ce système-là, arriver à trouver notre autonomie. Ça, c'est le système de Kant, dans Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger. Donc nous acheminons vers une autonomie. Mais il n'y a pas d'autonomie. Parce que autos, ça veut dire soi-même, nomos, c'est la loi, il n'y a pas de loi de soi-même. C'est là où la psychanalyse fait un pas de plus, et c'est pour ça que Lacan dit « Quand cesserez-vous d'utiliser ce que je dis dans une acception ordurière qui veut dire philosophique ?» C'est pas une philosophie, la psychanalyse, c'est une clinique. Vous ne pouvez vous rendre compte de ce que je vous dis là que à votre corps défendant. Dans la clinique, c'est impossible, sinon vous retombez à chaque fois dans la première scène, dans l'idée qu'il y a une loi pour tous, etc. Alors, est-ce que pour autant, c'est une hétéronomie? Ben non, non plus. Ce n'est ni une autonomie, ni une hétéronomie. C'est juste que l'hétéros, en tant que tel, c'est-à-dire l'autre en tant que lieu du langage, vient marquer, comme nous l'avons vu la dernière fois, une coupure, que cette coupure-là fait apparaître un manque qui n'y était pas. C'est le symbolique qui fait apparaître le manque. Et donc, de cette manière-là, eh bien, l'autre lui-même, il est manquant. C'est-à-dire qu'il ne possède pas la loi non plus. C'est-à-dire que nous sommes bien embarrassés, comme dirait Lacan. Puisque embarras, c'est un des termes par lesquels il campe dans son travail sur inhibition, symptômes, angoisse de Freud, un des moments où, effectivement, il n'y a rien qui se décide de manière évidente et il n'y a pas de possibilité de combler le trou du symbolique, le trou fait par le symbolique, par du symbolique, en donnant des explications, en disant voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça veut dire ça et ça. Ah ouais, tout va bien, le trou est comblé alors. Non, parce que vous l'avez vu la dernière fois, hein, la balance des comptes, hein, la présence des Juifs et de leur manière de compter, d'être les représentants de la banque, c'est Shylock dans le Marchand de Venise de Shakespeare, c'est la livre de chair. Tu peux pas tricher avec le réel. C'est impossible. Tu peux t'imaginer que tu peux tricher avec le réel. C'est sur ça que tient toute la fumisterie. Tout l'enfumage là idéologique tient sur ça. C'est que chacun se dit ouais, mais après tout, moi je vais pouvoir y faire avec ça. Non. Il y a une morale, la vraie morale pour Lacan. La morale est à chercher du côté du réel.
C'est-à-dire d'où vient la morale. Pas la morale au sens où Freud dit elle vient des interdictions et du surmoi. Il dit bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une morale? C'est le réel. Seul le réel fait qu'il y a une morale. Toute morale est à chercher dans son principe, dans sa provenance, du côté du réel. La morale, ce qui fait qu'il y a un sentiment moral, là il y a une phrase de Freud que j'adore qui dit « Les hommes sont moins moraux qu'ils ne le croient et plus moraux qu'ils ne le pensent ». Sinon il n'y aurait pas ce truc d'auto-punition. Les gens peuvent se dire je ne sais pas quoi, etc. Mais au fond, le criminel va chercher à se faire punir. Et d'une certaine manière, ce qu'on voit là maintenant avec le procès Fauci au Sénat américain, tout ce qui va se passer en ce moment, même les crapules les plus ordurières comme tous ces gens qu'on voit à la télé depuis 2020, etc., il y a au fond d'eux une dimension morale qu'ils ignorent parce qu'ils sont, qu'ils le veuillent ou non, soumis au réel. Alors des fois, ça se passe pas sur une génération, ça se passe sur 3 générations. Mais il y a une morale, et cette morale-là, elle est à chercher du côté du réel. C'est ça la découverte lacanienne par rapport à Freud, c'est-à-dire où il pousse un cran plus loin, mais il ne trahit pas du tout Freud en disant ça. Au contraire, parce que c'est Freud qui amène ça par sa rigueur, son observation, sa clinique impeccable, notamment le Niederkommen, quand il laisse tomber la jeune homosexuelle, etc., pour la confier à une psychanalyste femme. Cette rigueur-là, c'est ce qui fait que Lacan peut arriver à dire que c'est au plan du réel qu'il faut chercher la morale. Et bien sûr, comme c'est Lacan, et que, d'une certaine manière, il a ouvert, c'est comme si le texte freudien, la découverte freudienne était une espèce de motif très complexe et subtil dans lequel il s'agit d'entrer. Il a ouvert et élargi les voies dans la stricte perspective qui était annoncée par Freud. Donc, d'une certaine manière, il n'y a aucune trahison de Freud par rapport à Lacan, même quand il joue Freud contre lui-même. Et là, bien sûr, il va un cran plus loin, donc, dans Malaise dans la civilisation, puisqu'il dit que si vous voulez voir cette morale à l'œuvre dans le réel, regardez du point de vue de la politique. Alors ça paraît absurde, puisque je vous dis que ça concerne tout un chacun. Au fond, la dimension éthique que l'angoisse remet à jour à chaque fois, c'est où en es-tu par rapport à ton désir? Ce qui t'angoisse, c'est le fait que tu n'as pas la bonne distance avec ton objet petit a, que le manque vient à manquer, et donc tu n'es pas dans l'axe de ton désir. Donc au fond, on ne peut être coupable que de ça, dit Lacan, d'avoir cédé, parce qu'il le dit au passé, parce que nous avons cédé une fois, de toute façon. Pour entrer dans le monde, entre guillemets, nous avons été obligés de céder. Donc il le dit au passé. Nous avons cédé sur notre désir. C'est-à-dire que nous avons cru ce qu'on nous a dit. On a cru que l'école c'était bien, la société c'était super, etc. Mais non, c'est pas ça. Donc il faut revenir là-dessus. Et nous avons donc une responsabilité qui est la responsabilité d'être en accord avec notre désir et d'avoir un désir décidé, c'est-à-dire vouloir ce que je désire et désir ce que je veux, parce qu'évidemment il y a un antagonisme entre la volonté et le désir. Donc d'arriver à retrouver cette possibilité d'accord, comme il y a un accord la tierce ou un accord cinquième entre la volonté et le désir, un accord musical, eh bien ça c'est du ressort vraiment du sujet lui-même, qui n'aura dû son apparition qu'à ce travail de transfert qui a lieu en analyse. Il n'a pas lieu qu'en analyse, mais ça s'appelle acting out quand ce n'est pas de l'analyse, c'est-à-dire vous dites quelque chose et en disant quelque chose, vous dites autre chose à celui qui entend, et donc vous sous-entendez qu'il y a un autre discours derrière votre discours. Ça, c'est l'acting out. Et l'acting out, on l'a vu, c'est la manière que nous avons d'échapper à l'angoisse, une des manières,
notamment par l'appel au fantasme. Mais sinon, la façon la plus, disons, sûre, c'est de faire une analyse et d'aller dans le sens du transfert. Alors, à ce moment-là, est pris en compte le fait que derrière chaque parole, derrière chaque discours, il y a toujours une autre dimension que l'autre est censé entendre. L'autre avec un grand A, bien sûr. D'ailleurs, petite parenthèse, si des gens aussi brillants que Žižek, par exemple, ne peuvent pas comprendre ça, c'est pas tant que ils ont un déficit d'intelligence, puisqu'ils le sont intelligents, il sait lire, Žižek, mais sauf qu'il n'a pas fait d'analyse. Donc, de ce fait-là, lui, il résume le grand A, l'autre du langage, à un petit a, à un autre socio-symbolique. Pour lui, le grand autre, c'est Staline, pour le dire en gros. Mais c'est pas Staline, le grand autre. C'est le lieu du langage, et qui est un lieu troué, manquant, et sans lequel il n'y a pas d'homme, et il n'y a pas d'humanisation de l'homme possible. Donc, il reste du côté du social, c'est-à-dire de tous les signifiants corrompus. Il passe à côté de la manière dont Freud définit la société comme non pas quelque chose qui nous contraint, mais notre propre refoulement. La société est notre propre refoulement. C'est ce qui vient devant nous comme étant notre refoulement. Mais notre responsabilité subjective, elle est de notre destin. Donc je réinsiste là-dessus. Il n'y a pas de communauté de destin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a le destin, vous êtes responsable de votre destin subjectivement, chacun. C'est ça la dure loi. Dura lex sed lex, la lex freudiana, c'est ça. Et donc, de ce fait-là, quand Lacan dit « allez voir du côté de la politique », il fait un clin d'œil qui est tout à fait actuel. Ça se passe en 1963 quand même. Il y a un bout de temps. Il y a 63 ans, il disait « attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ». Et il dit « ça ne veut pas dire aller voir du côté du marché commun ». Donc c'est comme ça que s'appelait l'Europe, le projet européen, qu'aujourd'hui s'appelle l'UE, en 1963. Donc il dit là, la politique, c'est le lieu où le réel apparaît tout simplement parce que l'écart entre la dimension rationnelle et rationalisante des discours et ce qui se passe réellement est tellement visible. Il n'y a aucune maîtrise de quoi que ce soit par le discours. Et les symptômes qui apparaissent dans le réel, on les recouvre de discours qui semblent des toiles déchirées venant se poser sur des pics acérés. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Imaginez un peu ce que vous avez vécu depuis 2026. Vous pouvez croire encore une parole d'un homme politique aujourd'hui. Et pire, d'une femme politique. C'est-à-dire que alors là, les femmes, elles ont atteint le niveau maximum de la débilité mentale avec le féminisme, là. C'est-à-dire les femmes qui sont représentantes d'un pouvoir politique, je vous les cite pas parce qu'elles sont tellement nombreuses, mais on a l'impression d'avoir affaire vraiment à des débiles mentales. Celle qui fait la star à Cannes, là, la grosse qui ressemble à Bunny Hill, les ministres de Macron, etc. C'est absolument délirant. Comment pouvez-vous croire une seconde ces discours-là? Parce que là, ces discours montrent qu'il y a un écart entre le blabla et le réel, le symbolique et le réel, le symbolico-imaginaire, de dire il y a qu'à, Faucon, on va trouver des solutions, blablabla, vous voyez bien que ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Donc la politique, c'est pas faire partie d'un parti politique, c'est comprendre que notre civilisation là arrive à un point d'impasse discursive parce que le discours capitaliste, comme il le dit très bien, s'épuise. Et là, il y a un épuisement. Vous vous rendez compte le nombre de conneries qu'on entend par jour, de la part de gens qui sont censés être ceux qui gouvernent, qui prennent les décisions. On a l'impression qu'ils les ont trouvés, je sais pas, dans un asile d'aliénés ou quelque part dans les ateliers de la Cotorep. Et encore, les handicapés sont beaucoup plus intelligents que ça. C'est catastrophique.
Et les gens continuent à aller voter, à parler de gauche vs droite, etc. Non, là vous avez un exemple de ce qu'il en est du réel. Le réel, c'est ça. Le réel, c'est que il n'y a pas de coïncidence entre le symbolique et le réel, sinon il n'y aurait pas de réel différent du symbolique, mais le réel lui-même n'apparaît qu'à partir du moment où le symbolique vient marquer une coupure, ce fameux moment-là, où je passe de la présence massive du réel, non dialectisable, au fait de pouvoir dire maman. Et donc de marquer l'absence et de rentrer dans un système bidimensionnel, Flatland, le pays plat, où tout va se définir en opposé, en système d'opposition. Et si je reste dupe de ça, je ne peux pas m'en sortir. Parce qu'il faut qu'il y ait ce troisième terme. Ce troisième terme qui apparaît chez Freud dans Par-delà, non pas le bien et mal, comme dans le travail de Nietzsche, mais par-delà le principe de plaisir, au-delà du principe de plaisir. Au-delà du principe de plaisir qui nous convoque à cette position du réel qui est notre seule voie éthique. Est-ce que je fais assez entrer de réel dans ma vie pour faire avec le réel de cette inconsistance que je vois devant moi? C'est ça le travail analytique. C'est pas d'aller à la révolution, parce que la révolution, on a vu, c'est revenir à la même place. Et revenir à la même place, en gros, aujourd'hui, tous ceux qui prônent la révolution, c'est pour revenir à une place antéchristique, pour ne pas dire anti-chrétienne. Puisque tout est fait pour gommer ce avec quoi la civilisation a tenu, bon an mal an, disons, une vingtaine de siècles, c'est que il y avait quand même un christianisme. C'est-à-dire, c'est pas une religion, le christianisme. C'est pas confondre la religion catholique, ou encore pire les autres religions, avec le christianisme. C'est une éthique particulière. C'est considérer d'abord, donc, la voix du Père, puisque notre Père qui est aux cieux, c'est la prière même. Donc c'est un au-delà, donc un point abstrait qui fait que ça ne se résout pas uniquement dans un mode oppositionnel, spéculaire, imaginaire. Il s'agit de faire émerger ce troisième point qui émerge dans la clinique analytique comme étant le sujet, qui comme par hasard n'est pas situable, il est évanescent. Il apparaît, dès qu'un signifiant apparaît et qu'il touche quelque chose dans le système symbolique de l'analysant, il disparaît aussitôt, parce qu'il est remplacé par un autre signifiant, puisque cette fois, ça se passe dans un faisceau de signifiants et non plus dans le système des signes où il s'agit de régler la chose dans le réel, là, maintenant. Alors ça ne veut pas dire pareil, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les petites choses que nous avons à régler dans le réel. C'est juste savoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre, disons, de souscrire un minimum à la morale commune, les mœurs. Je vais pas jeter mes poubelles dans la rue, je suis un être civilisé qui accepte la civilisation dans laquelle il vit, puisque ubi bene ibi patria, comme disait l'adage romain, où tu es bien, où est ta patrie. D'ailleurs, entre parenthèses, ceux qui déclarent ne pas être bien, mais ils ont qu'à se barrer. Et l'autre, à Rome, vit comme les Romains. Donc voilà. Et à Paris, vit comme les Parisiens. Bon, ce qui n'est pas... Vu comment vivent les Parisiens, il n'y a pas tellement d'éthique, là. Ils sont tous possédés par le discours dominant. On a l'impression que c'est des transistors, il suffit d'ouvrir et de fermer et on entend la radio ou la télé. Donc l'éthique, c'est tout à fait autre chose. L'éthique, c'est justement la responsabilité que j'ai de vivre selon le désir qui m'anime. Et ce désir qui m'anime, c'est pas quelque chose que je désire. C'est ça aussi une nuance à apporter. C'est pas quelque chose que je désire a priori, le désir. Faut pas confondre le désir avec les désirs. Le désir, c'est le désir inconscient qui me fait comprendre que j'ai la responsabilité de mon corps en tant qu'il appartient à une lignée et à une espèce, mais que je dois l'amener quelque part par le travail que je fais, notamment par rapport aux illusions
auquel je vais être confronté. Alors les gens aiment les jeux vidéo, etc. Il n'y a pas besoin de jeux vidéo. Le jeu vidéo, il est en réel. Hein. On est plongé dans des tas d'illusions et il s'agit de sortir de là par la parole, donc qui suppose un minimum de courage, hein, parce que évidemment, il faut aller se confronter quand même aux choses. Hein. On peut pas juste se contenter d'en rêver, d'être au second degré sur des consoles toute la journée. Il faut y aller, et puis se confronter à ce qui vient. Et ce qui vient, il s'agit de l'amener à la parole. C'est là où il y a du réel. C'est pas l'imaginaire des pensées qu'on prend pour du réel. C'est il y a du réel et je l'amène à la parole. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est comme ça que vivent les enfants. Les enfants, ils se disent pas, regardez un enfant, vous lui dites, un enfant de 8 ans, vous lui dites, est-ce que tu veux une glace à la fraise maintenant ou un vélo à 14 ans? Il va dire une glace à la fraise, hein, il est pas con, hein. Vélo dans 6 ans. Tandis que nous sommes appelés à dire, bah ouais, vélo dans 6 ans, c'est super. Non, on n'y est pas, on vit là dans l'imaginaire, c'est dans nos pensées, on n'est pas dans le réel. Tandis que là, on est dans le réel quand on lui propose on lui fait une proposition comme ça. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus dans le réel que nous. Donc nous devons réapprendre à vivre en fonction justement de ce que l'angoisse nous apprend, de ne pas manquer de manque, de préserver toujours notre manque de telle manière qu'un minimum de vérité puisse se faire jour pour nous, hein, étant donné que, nous sommes dans une éthique. Et seulement par la possibilité de retrouver d'autres qui sont aussi dans cette éthique, quelque chose peut arriver. Mais c'est pas une enveloppe a priori où on ferait partie d'une communauté a priori élue ou je ne sais quoi. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ça se fait à partir du réel et non pas dans une dimension imaginaire a priori. Ça, ce sont des manipulations politiques pour la domination du monde, pour le pouvoir, pour l'avidité sur l'argent, etc. Ça n'a aucune valeur pour la vie réelle. Hein. La vie réelle, c'est la vie du sujet qui va mourir et qui, avant de mourir, doit avoir réussi à faire quelque chose de sa vie en tant que sujet. Puisque le propre de l'analyse, c'est que chaque sujet puisse s'acheminer vers sa parole, et sa parole lui dit où est son désir et le guide vers son désir. Nous sommes donc placés, et paradoxalement que cela vous paraît, concernant ce sujet de l'angoisse, nous sommes ramenés sur ce plan crucial, point crucial, que j'appellerais le mythe de la loi morale, à savoir que toute position saine de la loi morale serait à chercher dans le sens d'une autonomie du sujet. L'accent même de cette recherche, l'accentuation toujours plus grande au cours de l'histoire des théories éthiques de cette notion d'autonomie montre assez ce dont il s'agit, à savoir une défense, qu'il s'agit d'avaler cette vérité première et d'évidence que la loi morale est hétéronome. La morale est faite pour donner une consistance imaginaire au moi. Si j'obéis à la morale, j'ai l'impression que je suis du côté du bien, justement, et que je n'ai pas à questionner par-delà bien et mal, c'est-à-dire la beauté, hein, comme dit Lacan dans l'éthique, c'est-à-dire aller au point qui fait trembler au-delà de la beauté. Donc je me tiens dans l'obéissance à la morale, et à partir de là, j'ai l'impression que mon moi se tient, puisqu'il est le même que les autres. Hein. C'est toute l'ambiguïté qu'il y a dans le « aimez-vous les uns les autres hein. ». C'est ce que dit le Christ, c'est « aime ton semblable ». Non, aime ton prochain. Il s'agit d'aimer son prochain. Et le prochain n'est pas le semblable, justement. Tandis que dans le moi, nous sommes tous semblables. C'est pour ça que la psychologie, elle, c'est du moi. Puisque ça va faire des cases, des catégories, etc. Donc on peut se retrouver à plusieurs. Tandis que pour la psychanalyse, non, vous êtes seul. C'est votre destin, et votre destin seul, c'est à vous d'entrer là-dedans. Et bien sûr, même s'il n'y a pas d'autonomie, au sens où votre loi, c'est pas la vôtre, mais vous devez faire avec la loi que l'autre lui-même ne possède pas, puisqu'il est troué, mais qui permet d'accéder par l'identité spéculative qu'il y a entre le désir et la loi. Nous l'avons déjà vu, donc le désir,
c'est le désir du père, bien sûr, hein, puisque le désir du père, c'est la loi. C'est le désir du père pour la mère, qui interdit la mère à l'enfant. Hein. Donc l'inceste, c'est ça, la seule loi, c'est la loi de l'inceste, parce qu'elle remonte vers le désir en tant que c'est le désir du père mort qui donne la possibilité pour nous de dire. Notre dire vient de ce désir-là. Donc à partir de là, nous devons faire avec ça, et nous nous retrouvons dans ce rapport à la loi qui est tout le temps impur d'une certaine manière, puisque il est toujours marqué du sceau de l'autre, avec un grand A. Alors on n'est pas dans la morale vaccinez-vous pour protéger les autres. Hein. Je me demande même comment de tels énoncés aussi débiles ont pu être pris au sérieux. D'ailleurs, en Suisse, maintenant, c'est condamné. Hein. C'est-à-dire, c'est officiel, depuis 3 mois, dire ça, c'est passible de prison. Pendant 5 ans, on a eu ça, quand même. Ça, c'est de la morale, c'est la caricature de la morale la plus débilitante qui soit. L'éthique, ça n'a rien à voir avec ça. L'éthique, vous êtes seul face à votre mort, et vous devez compter sur votre rapport à la vérité qui touche au réel. C'est tout à fait autre chose. Hein. Il ne peut pas vous abriter, là, on est tous pareils, blablabla. Non. Face au jugement, qu'il ait lieu ou pas, qu'il soit dernier ou pas, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, ça ne change rien. Il faut lire Kafka. Hein. L'homme de la loi de Kafka, il lui hurle aux oreilles, tu as attendu toute ta vie ici, mais il n'y a rien derrière cette porte-là. Elle était là que pour toi, cette porte-là. Voilà comment il faut lire Kafka. Nous avons d'autres mots à dire, puisque notre expérience prouve et institue qu'aucune intuition, qu'aucune transparence, qu'aucune douceur, bagaille, comme ici dans le terme de Freud, qui se fonde purement et simplement sur l'intuition de la conscience, ne peut être tenue pour originelle, pour valable, et donc ne peut constituer le départ d'aucune esthétique transcendantale, pour la simple raison que le sujet ne saurait d'aucune façon être situé d'une façon exhaustive dans la conscience, puisqu'il est d'abord et primitivement inconscient. C'est pour ça que Lacan laisse tomber complètement la notion de conscience et qu'il en fait un sous-ensemble réduit et pathétique dans le grand système de l'inconscient. Donc c'est pas le contraire de l'inconscient, la conscience. Puisque le contraire de l'inconscient, c'est la parole. On fait sortir de l'inconscient dès qu'on laisse la parole nous parler. Là, on réduit la part de détermination de l'inconscient qui, lui, effectivement, applique la loi. Sans le savoir, puisque c'est des faits de langage qui sont articulés entre eux et qui font que nous sommes soumis a priori. On n'est pas autonome, il faut accepter ça, que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une sauvegarde en nous de quelque chose auquel nous n'avons pas accès. C'est le sens de l'Urverdrängt. Cette espèce de délire de la conscience, être conscient. Il y en a même qui se disent supraconscient. C'est absolument délirant. Il n'y a pas de conscience. Il y a la parole ou pas la parole.